Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. D'abord, ce communiqué conjoint numéro 001 de la République du Mali et de la République du Niger. Communiqué que voici. Les gouvernements de transition de la République du Mali et de la République du Niger informent l'opinion qu'ils ont procédé aujourd'hui à la dénonciation de deux conventions. 1. La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre du 22 septembre 1972. 2. Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. En effet, poursuit le communiqué, la conclusion et la signature du traité bilatéral entre les États vise à renforcer la coopération internationale et les liens d'amitié. Or, l'attitude hostile persistante de la France contre nos États contrevient à cette raison, ajoutée au caractère déséquilibré de ces conventions, causant un manque à gagner considérable pour le Mali et pour le Niger. Par conséquent, sur la base des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, notamment celle relative à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, la survenance d'une situation rendant l'exécution du traité impossible et le changement fondamental de circonstances, le gouvernement de la transition de la République du Mali et le gouvernement de la transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin dans un délai de 3 mois aux conventions précitées afin de préserver les intérêts supérieurs des peuples maliens et nigériens, conformément à la vision de leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et du général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel, conclut le communiqué. Fait à Bamako et à Niamey le 5 décembre 2023. Pour le Mali, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Pour la République du Niger, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, colonel-major Abdourahmane Amadou, commandeur dans l'ordre national du Niger. La presse nigérienne en deuil avec la disparition tragique d'un grand baobab qui a attiré sa révérence. Abdoulaye Moussa Massalachi, c'était son nom, a été inhumé ce matin au cimetière musulman de Yantala, en présence bien sûr de sa famille, de ses amis, mais aussi des confrères qui ont assisté nombreux à ce douloureux événement. Vivons ces moments tristes avec Adam Soumana. De Dieu nous venons, vers lui nous retournerons. Ainsi, Abdoulaye Moussa Massalachi s'en est allé, rejoignant le Seigneur du monde après avoir lutté des années durant contre la maladie qui le rongeait. C'est une foule immense, composée de parents, amis et connaissances qui l'accompagnent ainsi à sa dernière demeure. Abdoulaye Moussa Massalachi avait embrassé le métier de journalisme en 1977. Il occupa plusieurs postes dans des rédactions aussi publiques que privées et a servi des années durant comme correspondant pour l'agence de presse britannique Reuters. Il a encadré nombreux journalistes exerçant encore de nos jours au Niger
qui déplore aujourd'hui sa perte. Masallachi est une référence en matière de journalisme ici au Niger. Quand nous avions commencé il y a plus de 30 ans, nous l'avons déjà trouvé comme responsable dans une rédaction. Il était secrétaire de rédaction, par la suite rédacteur en chef. Celui qui nous a pratiquement formés. Alors que nous-mêmes, en ce moment, nous sommes presque au bout du rouleau du point de vue de notre carrière. Donc, il nous a formés. C'est une référence, Masallachi, un très bon professionnel. C'est quelqu'un qui prend tout son temps pour faire un travail appréciable. Il faut le lui reconnaître, il est resté constant dans toute sa vie de journaliste. Il a formé énormément de jeunes. Aujourd'hui, promoteurs de journaux, promoteurs de médias audiovisuels. Donc pour nous, Ablaye Masallachi est un des pionniers de la presse privée. Nous venons de perdre donc un des précurseurs de la presse privée dans notre pays. C'est quelqu'un de très professionnel et rigoureux dans le cadre du travail. Il ne badine pas avec, comment ça s'appelle, l'information, c'est quelque chose d'important. L'information pour lui, c'est quelque chose de sérieux et que le journaliste ne peut pas se permettre de donner ce qui n'est pas exact comme information. Ça, c'est un principe chez lui. Il a toujours gardé cette constante-là. Et je peux dire aussi que c'est quelqu'un qui a quand même... en tout cas dans le métier, un long parcours qui a été consacré par la fin à travers des comités. Chaque fois qu'il y a des événements importants où il fallait mettre des commissions en place, il faisait toujours partie. C'est quelqu'un de bosseur, c'est quelqu'un de très bien. Il suit les informations, il est câblé. Et tout celui qu'il connaît, il l'appelle et il lui donne des conseils. Il m'appelait, il dit « Ah, jeune homme, j'ai suivi ta déclaration, c'est formidable. Mais au niveau où tu as péché, tu as dit l'ordre constitutionnel normal, ça ne se dit pas. Dès que tu dis l'ordre constitutionnel, c'est déjà normal. » Il a dit « Ah, merci. » J'étais obligé de me déplacer pour aller à ce chevet. Donc vous voyez, malgré qu'il était sur son lit d'hôpital, il continue à suivre les médias, il continue à suivre les journalistes, il continue à suivre les connaissances pour les encadrer. Donc c'est vraiment une grande perte pour la presse nigérienne. Décédé à l'âge de 68 ans sonné, c'est un homme courtois, humble et un formateur hors pair que vient de perdre la presse nigérienne. Repose en paix doyen et qu'Allah t'accepte dans son paradis éternel. Amen. Ainsi va la vie de Dieu. Nous venons et à lui nous retournerons tous tant que nous sommes certainement. De l'or à Tillabéri, voilà une information qui a inondé les réseaux sociaux ces derniers jours dans notre pays. Selon ces rumeurs, l'or aurait été trouvé aux encablures de l'aéroport de Tillabéri. Pour en avoir le cœur net, la rédaction de la télévision Labari a dépêché son correspondant local sur les lieux. Faisons le constat avec Boubacar Ibrahim. À peine viral sur les médias sociaux que l'endroit est envahi. En effet, il y a de cela quelques jours, des informations circulaient et faisaient état de la découverte d'or dans une autre partie de la région de Tillabéri. Nous sommes ici dans la commune rurale de Sakwara, précisément dans les environs de l'aéroport militaire récemment implanté. Est-ce vraiment de l'or ou pas? Pour l'instant, compte tenu de l'absence de l'avis des experts, nul ne peut le confirmer. Mais pour les personnes trouvées par notre correspondant sur les lieux, il s'agit bel et bien d'un site à forte potentialité aurifère. Nous sommes venus ici parce que ça fait presque 3 ou 4 ans que nous avons mené des recherches sur ce site et nous avons constaté que vraiment il y a de l'or dans la zone. Donc on avait commencé mais l'État nous a chassés parce qu'ils ont dit qu'il y a l'insécurité et que l'endroit aussi est proche de la ville de Tillabéri. Donc ils ne peuvent pas nous permettre de travailler ici. Et on nous a chassés comme ça. Il y a 3 mois maintenant que nous avons encore repris les recherches et on a compris que ce site-là contient de l'or et on était revenu la semaine passée. Ça fait 1 semaine maintenant, 7 jours que nous avons commencé ici cette recherche et les gens sont venus comme ça. Donc ils sont en train de creuser et quand même il y a quelqu'un qui ont trouvé quand même les filons qui contiennent de l'or et nous sommes en train de travailler comme ça. Ils n'ont pas manqué de préciser leurs attentes vis-à-vis des autorités.
ka insécurité ga bani kama halaka kana gono to inshallah la bise gudu kain ne. Nous demandons à l'autorité de bien vouloir sécuriser les lieux et de laisser les recherches se poursuivre pour permettre aux jeunes d'en profiter. Ainsi, en attendant la confirmation officielle, les Nigériens s'activent pleinement à la recherche du probable métal précieux. Voilà, beaucoup se demandent bien si c'est un pur hasard que l'ancien camp des militaires français se retrouve à cet endroit précis. Le Niger célèbre aussi la journée, ce 5 décembre, la journée mondiale des sols, une journée instituée par les Nations Unies pour rappeler au monde l'importance des sols. C'est du moins ce que nous dira Ismaël Momouni avec Sadou Doumi. Institué depuis 2014 par le système des Nations Unies, le 5 décembre de chaque année est célébrée la journée mondiale des sols. Cette célébration a pour but d'attirer l'attention sur l'importance du sol sain et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en matière de sol. Si vous n'avez pas de sol de qualité, vous n'allez pas bien produire et vous n'allez pas quand même arriver à votre autosuffisance alimentaire. Le sol, c'est le support de tout. Vous voyez là où on est, c'est sur le sol. Les plantes vont se développer sur le sol. L'eau, c'est le sol. Tout passe par le sol. C'est-à-dire ce que vous avez sur l'assiette que vous mangez là, ce que vous mangez là, c'est le rendu du sol. Ça veut dire quoi? Si vous avez un sol qui n'est pas de bonne santé, mais vous allez manger, vous avez l'impression que vous mangez quelque chose de bonne qualité, mais au fond peut-être que c'est, excusez-moi du terme, peut-être c'est de la pourriture que vous mangez. Donc connaître un sol va vous permettre d'avoir une bonne alimentation, non seulement en qualité et en quantité. Et en gros, un sol en bonne santé, c'est un sol qui n'est peut-être pas pollué, qui a quand même un minimum d'éléments nutritifs qui puissent permettre quand même le développement de la plante et finalement une belle production. Les mauvaises pratiques de gestion ont une incidence sur l'environnement et du coup sur les êtres vivants. Dans le sol, vous avez de la vie, vous avez des vers de terre, vous avez pas mal de choses qui se passent dans le sol. Donc un sol qui n'est pas en bonne santé, par exemple, vous allez voir quand vous venez au niveau du sol, même cette vie dont je parle, vous n'allez pas la trouver dans le sol. Donc ça dépend du genre de dégradation qu'il y a eu. Donc en fonction du genre de dégradation, les dégâts peuvent être énormes. Mais il faudra tout faire pour qu'on ne puisse pas arriver à un niveau irréversible. Par exemple, maintenant, quand vous circulez dans la ville de Niamey, le phénomène qui nous frappe beaucoup, moi, quand je vois dans la ceinture verte, c'est une ceinture que je connaissais, étant gosse, je connaissais très bien la ceinture verte, mais aujourd'hui, cette ceinture est totalement polluée par les déchets plastiques. Or, le plastique, on sait, et le temps que ça prend pour se dégrader, tous ces plastiques que vous voyez, un plastique dans le sol, c'est autour de 500 ans. Pour être dégradé. Et ce plastique va jouer sur la rétention en eau, ça va jouer sur la qualité de ce sol. Donc je me demande quel effort il faut faire pour arriver à restaurer ce paysage qui n'était pas avant pollué par ces plastiques. Ça, ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Qu'on vit autour de la ville de Niamey, c'est des choses qu'on voit très bien. 95% de nos aliments sont produits grâce à nos sols. Le sol sain joue un rôle crucial de filtre naturel en purifiant et en stockant l'eau qui s'infiltre dans le sol. Allons maintenant à l'hôtel Radisson Blu pour parler de la clôture des journées d'échange entre le RJDH, c'est le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, et les élus locaux ainsi que les animateurs des radios communautaires de notre pays. Cette formation de 2 jours a porté sur des thématiques allant des droits humains aux droits des personnes vivant avec le handicap ou encore la violence faite aux femmes et aux filles. Détail avec Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Les élus locaux de la région de Niamey et animateurs de radios communautaires venant de 8 régions du pays se retrouvent ainsi à l'école des droits humains, des droits des personnes vivant avec le handicap, mais aussi sur les violences faites aux femmes et filles souffrant de troubles mentaux. Des échanges et partages d'expériences qui ont duré 48 heures, dont la présente cérémonie marque la fin des travaux que le président du réseau des journalistes des droits de l'homme apprécie à leur juste valeur. Les riches échanges au cours de ces 2 jours ont prouvé qu'une telle activité est venue à point nommé. Je demeure convaincu qu'elle aura un impact positif avec, dans vos missions respectives, le tout au bénéfice des populations nigériennes.
Aujourd'hui, vous êtes mieux outillés pour remplir vos missions. Il vous revient donc de chercher à connaître et à prendre en compte les besoins des populations en matière de droits de l'homme et de lutte contre les violences basées sur le genre. Je reste convaincu que votre participation à cette rencontre permettra de faire progresser la connaissance et la compréhension des droits de l'homme auprès des populations et aider le Niger, qui a déjà réalisé des progrès dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains, mais aussi en matière de ratification de certains instruments juridiques régionaux et internationaux des droits de l'homme, à mieux les réaliser. Procédant à la clôture de cette rencontre, le maire de l'arrondissement communal Niamey 2 a souhaité que l'ensemble des participants fassent bon usage des connaissances acquises. Au cours de ce atelier, les élus locaux et les acteurs des radios communautaires ont parlé à visage découvert et sans tabou. Ce dialogue a permis de relancer désormais les bases d'un partenariat sincère entre les radios communautaires et les élus, chose dont nous nous en félicitons. À présent que nous sommes suffisamment édifiés, je fonde l'espoir que ces questions seront prises en compte dans nos planifications et au bonheur de nos populations, car les personnes vivant avec handicap sont des personnes à part entière. Ainsi donc, les violences basées sur le genre doivent s'arrêter. Les droits humains doivent être protégés et défendus. Les élus locaux ainsi que les animateurs de radios communautaires étant outillés à l'issue de cette formation mettront sans nul doute les connaissances acquises sur les différentes thématiques pour le bien-être des populations. Zainabou fait de la pâtisserie en trompe-l'œil depuis quelques années déjà et son talent lui a permis de créer des desserts qui ressemblent à s'y méprendre à des objets au quotidien, que ce soit des chaussures ou des vêtements. Elle pratique l'art de la pâtisserie artistique avec un réalisme étonnant, transformant chaque gâteau en un objet d'art comestible. C'est avec nos confrères du studio Kalankou. Aujourd'hui, j'ai fait un gâteau pour une mamie qui a commandé un gâteau pour sa petite fille qui est au Britannique. Donc j'ai préféré ou bien j'ai opté à lui faire carrément la tenue du Britannique. J'ai essayé du moins pour lui avoir un truc par rapport au Britannique. Voilà. Je crois que depuis que j'étais au collège, je regardais l'émission Meilleure Pâtisserie et je prenais des notes sur un papier. Arrivé à l'ENAM, j'ai rencontré mon mari actuellement, qui est mon mari actuellement. Il était dans l'armée et chez eux, pour avoir un avancement, tu dois avoir une spécialité. Et il était en brousse, le temps de revenir à Niamey, les spécialités étaient finies, donc il avait préféré aller faire restauration pâtisserie. Il est allé étudier, il a le diplôme, mais c'est moi qui l'utilise parce que lui n'aime pas la pâtisserie. Il y en a qui m'envoient des modèles ou bien qui m'envoient des photos pour me dire est-ce qu'on peut avoir telle chose. Des fois, soit les clients m'envoient des photos, j'essaie de le faire, soit des fois en fonction des thèmes qu'on me donne, j'essaie de visualiser le gâteau. Des fois, elles sont émerveillées, des fois, elles sont surprises. Des fois, on me demande même où est-ce que j'arrive à avoir les idées. Je me dis, moi, je ne sais pas, ça me vient comme ça. Le seul problème, c'est juste au niveau de la livraison. Avant d'arriver à destination, des fois, ça part avec des petits soucis. Ou bien, carrément, on n'aura pas de gâteau. Je ne fais que des gâteaux à la crème au beurre et peut-être des fois au chocolat, mais pas à la chantilly. Toujours la crème au beurre. Par semaine, je dirais, ça peut aller jusqu'à 15 ans. 15 parce que des fois je dépasse 3 ou 2 par jour. Tous les gâteaux commencent à partir de 20 000. Ça dépend aussi, il y en a que je fais à partir de 15 000, mais le plus souvent c'est à partir de 20 000. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. Parce que tout le temps c'est de se trouver des excuses. Ah moi simple étudiant, ah moi telle chose. Et du coup ça ne marche pas. Moi quand j'avais commencé, on n'avait même pas le four électrique ici à Niamey. On n'avait pas ça. Donc tout ce que j'avais appris, je regardais la télé, je faisais ça à la main. Maintenant, on a l'attitude d'avoir des machines électriques. Tout est facilité, donc d'arrêter de se trouver des excuses.
un véritable génie, pourrait-on dire. C'est la fin de cette édition d'information sur la télévision Labari. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Mais déjà, tout à l'heure, à 22h45, ce journal vous sera rediffusé. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes et à très bientôt.